Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Bienvenue dans la deuxième partie de mon entretien avec Mathilde Larère, historienne. On a découvert ensemble la semaine dernière une lectrice insatiable de romans, souvent à caractère historique évidemment, et particulièrement sensible au souffle narratif, sans jamais rien sacrifier à l'exigence du fond. Deux caractéristiques que l'on retrouve aujourd'hui à l'heure d'échanger autour de sa lecture professionnelle. Le capital culturel, c'est comme le capital économique, ça ruisselle pas tout seul. Il faut qu'il y ait des gens qui le fassent ruisseler, il faut qu'il y ait des passeurs. Ici Jérémy, libraire sans librairie. Au programme aujourd'hui, féminisme, mouvements sociaux et éducation populaire. Rebonjour Mathilde. Bonjour Jérémy. Nous revoilà donc pour la deuxième semaine. La semaine dernière, on avait fait déjà un très beau parcours ensemble. Moi, je vais sortir de ma réserve. Je dois dire que c'est un parcours qui m'a beaucoup plu parce que c'est soit des livres que je connaissais et que j'affectionne particulièrement, soit d'autres que j'avais envie de découvrir. Donc, ça a même fonctionné pour moi, cette envie de découvrir de nouveaux livres. Donc, merci de t'être prêté au jeu. Mais de rien. Et cette fois, donc, on va faire tes lectures professionnelle. Donc, je t'ai présenté un petit peu la semaine dernière rapidement, donc évidemment comme une historienne, en expliquant que tu travaillais sur les mouvements sociaux et singulièrement au 19e siècle, mais c'est un peu plus, évidemment, un peu plus précis que ça. J'aimerais bien du coup que toi, tu nous expliques un petit peu vraiment sur quoi tu travailles, quels sont tes travaux, avant d'attaquer ensuite les livres sur lesquels ton travail repose. Alors moi, j'ai commencé à travailler sur la garde nationale. Alors la garde nationale, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une force de l'ordre citoyenne qui a été créée au tout début de la Révolution française, le 13 juillet 1789, qui a été créée par la bourgeoisie du tiers parisienne dans un double souci de se protéger de la contre-révolution royaliste et aristocratique. Dans un contexte où on craignait que le roi n'écrase la révolution par les armes, mais aussi pour se protéger de la révolte populaire et qui menaçait dans un Paris où on crevait la faim. Et cette force de l'ordre citoyenne est une institution qui va perdurer tout le long du 19e siècle, parce qu'en fait, elle va... d'abord, elle est pendant très longtemps... finalement une force de l'ordre très économique pour le pouvoir, puisque c'est tous les citoyens qui sont les citoyens imposables, bien souvent, qui sont assujettis à un service d'ordre public dans la ville ou dans les villages, mais c'est surtout dans les villes qu'elle a été organisée. Or, ils sont pas salariés, ils sont pas casernés, ils sont pas nourris, ils sont pas logés, ils sont parfois habillés de l'uniforme, mais c'est donc de toute façon beaucoup moins coûteux que des forces professionnelles soldées et encasernées. Et d'autre part, c'est vraiment l'esprit de ce siècle, hérité de la Révolution française, qui finalement est prêt à remettre en cause le monopole de la violence légitime par l'État en créant donc une force véritablement citoyenne qui vient du corps social. Donc moi, j'ai travaillé sur cette force citoyenne pendant la monarchie de Juillet, ce qui se justifiait parce que c'est le moment où elle a été organisée le plus sérieusement et le plus longtemps dans son histoire, parce que sinon, souvent, on laisse les corps de garde se déliter. Et moi, ce qui m'intéressait dans cette force de l'ordre, c'est que c'est une force de l'ordre qui est facilement une force du désordre, à savoir que les gardes nationaux, qui sont donc les citoyens de la ville en armes, peuvent très facilement passer d'un côté de la barricade à l'autre, voire s'affronter les uns les autres de part et d'autre des barricades. Donc voilà, c'est là-dessus que j'ai fait ma thèse, à un moment où beaucoup de gens commençaient à travailler sur les forces de l'ordre. L'histoire des forces de l'ordre l'historiographie est finalement assez récente, et donc quand pas mal de mes collègues travaillaient, qui sur la gendarmerie, qui sur la police, les commissaires, etc. Moi, j'ai pris cette force citoyenne un peu particulière, pas très sérieuse aux yeux de ceux qui sont spécialistes de la police et de la gendarmerie, mais qui justement me plaisaient pour ça. Ensuite, j'ai travaillé sur les pétitions qui étaient envoyées aux chambres. Alors là aussi, finalement, c'est une histoire longue, cette histoire des pétitions. C'est aussi sous la Révolution
française qui est reconnue en France le droit de pétition aux chambres, c'est-à-dire en fait des lettres ou collectives ou individuelles envoyées non pas à un député mais collectivement à la Chambre des députés et qui ensuite devaient être traitées par les députés. Bon, la plupart du temps, elles étaient enterrées, mais enfin, au moins, ils étaient obligés d'en parler et de les lire. Et j'ai à nouveau travaillé sur ce phénomène pétitionnaire pendant la monarchie de Juillet. En fait, je voulais savoir si la question que je me posais était de savoir si la Révolution avait changé la pratique pétitionnaire de ceux qui écrivent ou changé la pratique de traitement des pétitions de la part des députés. Et je pensais, quand j'ai commencé ces recherches, que ça changerait quelque chose, que la Révolution allait forcément se marquer dans la pratique pétitionnaire, que ce soit des citoyens ou des députés. Et j'ai été finalement assez surprise, mais c'est le propre de la recherche, de me rendre compte que pas trop. Et ce qui s'expliquait, en fait, une fois que je l'avais constaté, j'envoyais l'explication. Finalement, dans un moment, dans une séquence révolutionnaire, il n'y a plus besoin de pétitionner aux chambres puisqu'il y a plein d'autres moyens d'exprimer son opposition. Donc voilà, donc dans tous les cas, il s'agit de travaux qui portent donc plus ou moins sur la même période, une période où le droit de suffrage est limité, mais où la limitation du droit de suffrage se heurte à une volonté très forte de part importante de la population de participer à la vie politique et d'être citoyen à pleine entière. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'est comment se percute et s'affronte la volonté d'un côté de réduire un des droits de citoyenneté qu'est le vote, et de l'autre, la volonté d'être citoyen, d'agir en citoyen. Et quelque part, je pense que ce qui lie le plus mes travaux, c'est un peu comment on est citoyen quand on n'a pas le droit de vote. Et je terminerai, parce que là, j'ai été peut-être un peu longue, mais récemment, ce sur quoi à la fois, je m'intéresse comme citoyenne, mais je commence à y travailler un peu comme scientifique, et c'est très différent de ce que j'avais fait avant. C'est-à-dire que je relève dans les manifestations et de façon générale au cœur des mouvements sociaux tout ce que l'on peut appeler les écritures sauvages, donc les pancartes, les dos des gilets jaunes, les graffitis sur les murs, et j'essaie de voir quelle est la part de la citation du passé dans ces écritures sauvages, et notamment quelle est la part de la mémoire révolutionnaire. Et donc je fais un travail de terrain assez, évidemment pas exhaustif, mais le plus sérieux possible, de relever de toutes les citations aux révolutions du passé dans les écritures qui accompagnent les mouvements, les écritures sauvages, pas les tracts, etc. Donc vraiment ce que je disais au début. Et donc ça me permet tout à la fois d'essayer de participer à la compréhension de ce que c'est que ce surgissement des écritures sauvages dans les mouvements contemporains, et en même temps de réfléchir aux citations et aux mémoires révolutionnaires dans les mouvements contemporains. Ce qui fait un lien avec la partie plus publique de ton travail qu'on va aborder maintenant, où tu accordes aussi une place importante aux questions de mémoire et de transmission aussi, et d'histoire des luttes, y compris dans l'espace public, par exemple, que tu essaies de valoriser, de rendre accessible au public. On en parle dans la question suivante. J'ai juste eu une interrogation là en t'écoutant. La garde nationale, on est d'accord qu'on les retrouve, enfin, est-ce que tu peux me confirmer ou pas qu'on les retrouve aussi également au début de la commune? Est-ce que c'est le même corps ou pas? Les fédérés de la commune, c'est les gardes nationaux. C'est parce que les gardes nationaux s'organisent en fédération qu'on va les appeler les fédérés, mais ce sont les gardes nationaux. Et c'est très marrant parce que si on devait mettre dans un cimetière une tombe à la garde nationale, les dates que l'on mettrait, c'est 13 juillet 1789 et quelque part 28 mai, même si elle est dissoute un peu plus tard en août par Thiers, 1871. Donc c'est vraiment une force de l'ordre qui accompagne l'histoire du siècle des révolutions en se créant à son aube et en étant dissoute à son crépuscule. Oui, on la retrouve sur toute cette période. Du coup, voilà, maintenant je veux bien qu'on parle d'abord, on va rentrer dans la conversation à travers tes livres. Donc je l'ai dit, tu es très présente dans l'espace public. Donc ça, j'aimerais aussi que tu m'en dises 2-3 mots sur
comment tu l'articules avec ton travail, et puis évidemment axer ça autour de tes livres. Donc peut-être, par exemple, la plupart de tes derniers livres sont parus aux éditions du Détour, avec qui vous cheminez, on va dire, depuis quelques années. On peut citer Il était une fois les révolutions, Guns N' Roses. Alors il y a des titres à chaque fois originaux, on va dire, sur les objets des luttes féministes, et également Rage Against the Machisme. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la volonté derrière ces livres-là, à quel public tu t'adresses, et comment effectivement tu l'articules à un rôle plus social, plus ancré dans la cité, on va dire, de l'historien, de l'historienne? Disons qu'il y a une dizaine d'années à peu près, à un moment, enfin, où j'étais très militante à ce moment-là. J'étais même engagée dans un parti. J'ai beaucoup plus développé tout ce qui relevait de l'éducation populaire, hein, et je faisais beaucoup de d'éducation populaire, soit dans le cadre partisan, soit dans le cadre de formation syndicale. J'ai commencé à en faire sur Twitter, dans un souci de diffuser l'histoire des luttes. Et petit à petit, j'ai transformé en livre, hein, finalement, tout ce travail, hein, que je faisais d'éducation populaire, plus orale, hein, c'était plutôt des prises de parole orales, de les coucher un peu par écrit. C'est un choix qui est vraiment militant. Je pars du principe que le capital culturel, c'est comme le capital économique, hein, ça ruisselle pas tout seul, hein. Il faut qu'il y ait des gens qui le fassent ruisseler, il faut qu'il y ait des passeurs, hein. Des passeurs, il y en a pas tant que ça. Que ce qui domine dans l'espace public, c'est plutôt une histoire des princes, des princesses, des colonies fleurissantes, et du pouvoir, hein. Que l'histoire des grèves, des luttes sociales, des luttes féministes, des luttes antiracistes est assez peu présente, hein, dans l'espace public, dans les médias, finalement aussi assez peu présente dans l'histoire scolaire, hein, et qu'il est important de la diffuser. Et voilà, je me suis dit que à ma petite échelle, je pouvais essayer de le faire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, depuis à peu près effectivement une bonne dizaine d'années. Donc au début, j'ai plutôt essayé de vulgariser les luttes sociales que je connaissais plus pour les enseigner plus, hein. En fait, il se trouve que depuis 2015 à la fac, j'ai monté un cours d'histoire des femmes, hein, et des féminismes. C'est un choix qu'on avait fait entre collègues parce qu'on s'est rendu compte que le bassin de recrutement de notre université, moi j'enseigne à l'université de Marne-la-Vallée, et à l'occasion des européennes ou des régionales, je me souviens plus, on s'était rendu compte que les communes qui desservaient notre fac, en fait, votaient de plus en plus Front National, et que on s'est dit, finalement, puisqu'on est libre de ce qu'on enseigne, hein, le temps qu'on reste dans la maquette, on peut participer à une éducation populaire qui serve un peu je sais pas, médicament est peut-être un terme un peu fort, mais en tout cas qu'on participe à essayer de contrer le Front National par nos enseignements. Et donc on s'est demandé si on allait faire de l'histoire de l'immigration, de l'histoire de l'extrême droite, de l'histoire de la colonisation. Bon. Et moi j'ai proposé, comme j'ai toujours le cours de L1, de faire de l'histoire des femmes, parce que je trouvais que c'était un bon moyen finalement de traiter ces questions, de participer à cette bataille culturelle, et en même temps, il y avait pas du tout d'enseignement d'histoire des femmes dans ma fac, ça me gênait, donc j'ai monté ce cours. Et après je l'ai passé en L1, en L3, en séminaire. Enfin ça fait plusieurs années, parce que je suis pas une chercheuse directement sur l'histoire des femmes, mais pour faire ces différents cours, j'ai énormément lu, et puis j'ai commencé à faire des mini-recherches, donc pas des gros chantiers de recherche, mais des petits chantiers de recherche. J'ai dirigé des masters dessus, j'ai cherché plein de choses pour alimenter mon cours, et j'ai fini par me dire, je pense que là, je maîtrise suffisamment le sujet pour pouvoir faire un livre qui reprenne un peu tout ça, et ça a donné Rage. Et justement, tu m'as indiqué quelques références. Alors, je chamboule complètement ce qu'on avait prévu, mais c'est la conversation qui va nous amener à ce qu'on avait prévu.
Est-ce que du coup, tu pourrais nous faire une petite présentation peut-être de ces lectures dont tu t'es nourri? C'est parce que tu m'as parlé directement ou indirectement de Michel Perrault, Christine Barr dans les références qui t'ont aidé à te former, qui sont un peu, on va dire, des classiques. Et puis un titre bien plus contemporain qui date peut-être de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, de Rosemary Lagrave qui s'appelle Se ressaisir. Alors je ne sais pas si tu veux nous faire une présentation de quelques-uns de ces titres-là ou de l'univers dans lequel ils s'inscrivent? Oui, alors effectivement, c'est-à-dire que quand tu m'as demandé, en gros 5-6 livres, en sciences humaines et en histoire, voire ou en sciences humaines et sociales, à présenter, pour moi c'était extrêmement difficile parce que des livres j'en ai lu plein, Mmh. et que il y a voilà, soit je présentais les livres que je considérais importants dans ma, enfin, pas forcément dans ma formation, mais dans les domaines qui sont les miens, soit je jouais le jeu qui était un peu celui que tu me proposais de jouer, c'est-à-dire dire ceux qui m'ont marqué, mais personnellement. Et Oui. effectivement, je crois que je t'ai écrit, bah voilà, peut-être que tu t'attends à ce que je cite Perrault, Barr, etc. Et c'est vrai que un grand nombre de leurs livres ont été extrêmement importants pour moi, parce que surtout que au début, venant donc de l'histoire de la monarchie de juillet, de la citoyenneté, des pétitions, de la garde nationale, bah, j'ai commencé par lire bah, tous les tomes de l'histoire des femmes en Occident et puis les bouquins de Perrault. Enfin, c'est beaucoup de lectures et qui sont extrêmement importantes pour moi. Alors Perrault, ce qui est fou, c'est que je crois que ce que je préfère, c'est ses articles. Donc c'est pas vraiment des livres, donc on n'est pas vraiment dans le cadre du podcast, mais il y a des articles de Michel Perrault. Il y en a un sur la ménagère parisienne que je dois relire à peu près tous les ans tellement j'en aime à la fois l'écriture, le contenu, et à chaque fois il y a un nouveau truc qui me marque parce que c'est vrai que, enfin, je sais pas, ça serait marrant d'en discuter avec des collègues, mais moi c'est plus des articles qui ont marqué ma formation et des moments où je me suis pris vraiment des articles dans la gueule et où je me suis dit putain mais ouais mais c'est ça, plus que des livres d'une certaine façon. En tout cas moi j'ai souvenir et Barr, bah forcément avec tous les ouvrages sur le féminisme de la première vague, son dictionnaire des féminismes, ses ouvrages de synthèse sur le siècle des féminismes et le siècle des antiféminismes, c'est incontournable dans la formation de quelqu'un qui commence à s'intéresser à l'histoire des femmes et à l'histoire du féminisme. Sur Barr, ce qu'il fallait rajouter un ouvrage que j'ai pas mis dans la liste, mais que je conseille souvent, c'est finalement un peu son égo-histoire qui s'appelle Mon genre d'histoire, dans lequel elle raconte sa formation, sa trajectoire d'historienne des femmes, avec en plus, je trouve, vachement d'honnêteté en montrant que sans doute quand elle a fait sa thèse, elle ne se posait pas des questions qu'elle se serait posées maintenant, notamment sur la question de la transidentité. Et j'aime beaucoup la façon dont elle raconte ça. Et de la même façon, hein, l'ouvrage de Perrault qui est sorti cette année, dont là j'ai plus le titre en tête, mais qui est le résultat d'un échange avec un chercheur, mais en fait lui on le voit pas du tout, il n'a fait que retranscrire ses propos et qui raconte la trajectoire de cette chercheuse. J'aime bien les livres qui racontent les trajectoires des chercheuses et ça me permet de passer à Rosemary Lagrave, qu'effectivement j'ai lu l'année dernière, qui est une espèce de pavé que j'ai lu parce que des copines me le conseillaient. Je l'aurais pas forcément pris de moi-même compte tenu à la fois du poids et puis c'est une sociologue, donc a priori au départ ça m'intéressait pas, enfin c'était pas j'avais pas une logique professionnelle immédiate à le lire. Et en fait c'est ça, c'est-à-dire que c'est l'égo-histoire, si on peut dire, en tout cas l'autobiographie sociologique, je sais plus quel est le terme qu'elle utilise, mais elle raconte son parcours d'une jeune fille née en milieu rural, mais pas de milieu paysan. Finalement, ses parents ont été sont dans un processus de déclassement qui les a conduits à s'installer à la campagne où ça coûte moins cher. Grâce à l'école, elle arrive finalement à sortir de ce milieu. C'est un exemple de sortie de classe qui est intéressant. Il y a un livre que j'ai pas encore lu, que j'ai très envie de lire, un échange entre elle et Annie Ernaux, parce que ces questions de sortie de classe sont évidemment très intéressantes. Donc l'école primaire d'abord, puis
puis primaire supérieure, et puis l'université. Elle raconte ce parcours, elle raconte comment au début elle travaille en sociologie rurale, et comment petit à petit elle s'intéresse et arrive à imposer au CNRS où elle est désormais chercheuse la question de l'histoire des femmes et de l'histoire du genre. Et j'ai adoré ce bouquin. J'ai adoré ce bouquin parce que voilà, quand une sociologue analyse un parcours de sortie de classe, elle le fait forcément avec des outils qui lui permettent de donner beaucoup de relief et d'intelligence à ce qu'elle dit, et parce que j'ai vraiment adoré. J'ai adoré la fin aussi, où elle parle de la vieillesse. Hein. Finalement, il n'y a pas tellement de femmes qui parlent de la vieillesse. Enfin, évidemment, il y avait Beauvoir qui a écrit sur la vieillesse, mais les pages de Rosemarie Lagrave sur la vieillesse d'une chercheuse, ça m'a à la fois très intéressée, profondément touchée. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, énormément conseillé, et je pense que quand je le conseillais, c'est l'année dernière, à chaque fois que je croisais quelqu'un, je disais putain, faut que tu lises ça, c'est vraiment un. Fallait y aller franco, parce que quand les gens voyaient la taille du truc, ils n'avaient pas forcément envie. Et en fait, à chaque fois, après coup, on m'a dit ouais, t'as raison, c'est vraiment hyper bien. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que c'est un des derniers livres que j'ai lu qui m'a filé une grande claque, quoi. Ok, effectivement, c'est vrai que je t'ai fait faire un petit détour par rapport à la liste que je t'avais demandé, mais c'est aussi que la conversation nous a amené là, et ça me semblait intéressant de faire ce petit rappel. On va reprendre du coup si tu veux bien, le fil chronologique. Donc le premier livre dont tu m'as parlé, il s'agit donc d'un livre de Gérard Noiriel, et tu me dis, ça m'intéresse beaucoup comme catégorie, tu m'indiques, je crois que j'ai compris que j'aimais l'histoire en le lisant. Du coup, alors j'aimerais bien que effectivement que tu nous le présentes, c'est sur les ouvriers, et puis que tu me dises peut-être maintenant qu'est-ce qui, si tu as une idée comme ça dans le livre qui, s'il y en a un autre, qui serait un livre pour donner le goût, entre guillemets, qui pourrait donner le goût de l'histoire. Voilà, s'il y a quelque chose qui te vient en tête comme ça. Alors, donc, pour mon cas particulier au début, moi, je sors de terminale. En terminale, on lit pas de livre d'histoire. J'en avais pas lu, parce que voilà, mes parents auraient pu m'en faire lire, mais non, ils l'ont pas fait. Donc, au mieux, j'avais lu les manuels qu'on nous donnait, mais même les cours des profs suffisaient. Donc, j'avais jamais lu d'histoire. Et donc, j'arrive en Hippocagne, et le premier livre qu'on nous fait lire, c'est il y en avait deux. Il y avait Les paysans dans la société française, hein, d'Annie-Marie Moulin, et les ouvriers de Noiriel. Et je commence par les ouvriers de Noiriel. Et en fait, j'ai adoré lire ça. J'ai absolument adoré. Enfin, je trouve, j'avais l'impression que ça m'éclairait le monde. Je me souviens encore du chapitre le vrai prolétaire, c'est l'immigré. C'est-à-dire qu'en fait, sans le savoir, Noiriel faisait de l'intersectionnalité, et j'avais jamais vu les choses comme ça. Je pense que ça percutait des questions que je me posais comme citoyenne et comme déjà militante de gauche. Donc je trouvais ça super intéressant. Enfin voilà, j'ai ce souvenir de me rendre compte, alors que je pense comme tout étudiant et étudiante qui commence, et d'un seul coup on me dit bah voilà, faut lire ça, on se dit oh putain, faut lire tout ça d'histoire, bon bref, et en fait j'en garde le souvenir, voilà, de quelque chose qui, ce que je dis souvent aux étudiants, c'est que le bonheur, c'est quand on lit un livre ou un article, et que à chaque fois qu'on avance, on a l'impression non seulement qu'on a appris des choses, mais qu'on est plus intelligent. Que, en fait, ça nous a permis non seulement de mieux comprendre l'objet du bouquin, donc les ouvriers dans la société française, mais que ça va nous donner des outils pour mieux comprendre d'autres éléments, donc des espèces de cadres d'analyse, des habitudes de questionnement, et le Noiriel, il m'a vraiment fait ça. Qu'est-ce qu'il y a comme livre? C'est difficile, hein, parce que moi, c'est une question que je me pose comme enseignante tout le temps, et j'aimerais trouver le livre qui va faire que
que mes étudiants de L1, L2 ou L3 vont se dire ah mais voilà finalement j'aime l'histoire, qu'ils aient cette espèce de choc que j'ai eu de la chance de l'avoir au premier livre. Heureusement que j'ai pas lu avant un truc chiant qui m'aurait un petit peu découragée. Et je me rends compte en fait que c'est très variable selon les années, très variable selon les étudiants. J'essaye pas mal de choses en fonction effectivement de ce que j'ai lu. J'aurais beaucoup fait lire Les Ouvriers, j'aurais beaucoup fait lire plein de choses. Évidemment, ça dépend des cours aussi. Et ils partagent pas toujours. Ce qui marche, hein, on en reparlera plus tard. Les Taquettes, ça marche bien. Ouais. Parce que Timothy Tackett, parce que les historiens américains ont un sens du récit qu'on a un peu perdu, nous, et or ça marche mieux sur les étudiants. Les Pétroleuses d'Edith Thomas marchent très bien. Pareil aussi, parce qu'il y a à la fois une grande précision dans l'analyse et en même temps un style et un sens du récit qui accroche plus aux étudiants. Ça dépend. Il y a vraiment des fois où je suis surprise parce que des livres que j'ai donnés, parce que là c'était un peu nécessaire dans le cadre du cours et j'ai un peu peur de le faire en me disant oh là là ça va être un peu ardu, et puis il y en a qui accrochent à mort, d'autres pas, donc je pourrais pas trop dire. En tout cas, pour moi, ça a été celui-là. Oui, et alors c'est vrai aussi que bon, la question était pour ouvrir un peu, c'est évidemment pas une science exacte, et enfin, la recommandation du livre qui fait aimer l'histoire n'est pas une science exacte, et heureusement, et j'imagine, hein, parce que ce serait très triste sinon. Non, mais je pense qu'on a tous et toutes, enfin, j'en sais rien, faudrait voir avec les autres, mais voilà, se souvenir du premier livre d'histoire lu, et on se dit oh putain, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ce type de questionnement que j'ai envie de, voilà, ça, ce que j'ai jamais eu avec la philo, jamais eu avec l'éco, et que j'ai pas eu avec la socio. Peut-être que maintenant je l'aurai plus avec la socio, et je pense que et moi c'est souvent ça. Là on s'éloigne un peu, mais que je suis un peu triste de voir maintenant comment les livres d'histoire en fait sont écrits de façon de plus en plus complexe, avec de plus en plus de concepts qui sont considérés comme connus par le lecteur ou la lectrice alors qu'ils ne le sont pas, qui laissent de moins en moins de place au récit, et qui en fait sont des livres qu'on peut lire avec un gros bagage, hein, avec une habitude de cette langue académique, hein, et qui donc sont de moins en moins grand public, et qui sont même pas très faciles pour du L1 ou du L2. Et je trouve ça dommage parce que et la socio, je trouve que c'est un peu ça. Moi, des fois, je lis des livres de socio, je comprends pas. Enfin, faut que je reprenne les phrases 4-5 fois, que je les relise, je vois pas trop, je me perds dans les notes pour essayer de piger. Alors, je comprends l'utilité du truc, mais en fait, il y a un moment où on peut très bien le faire de façon à ce que ça soit beaucoup plus lisible, et c'est comme ça qu'on rentre dans une discipline. Et c'est vrai que des fois, il y a des livres que je trouve super, mais je vais pas le donner à mes L1 parce que je le trouve trop dur. Or, en fait, hein, il pourrait très bien ne pas être trop dur. Il suffirait de l'écrire différemment. Il suffirait de revenir. Enfin, je trouve que les historiens et les historiennes écrivaient plus simplement, ce qui ne veut pas dire que leur analyse était moins puissante dans les années 2000 que de nos jours, quoi. Oui, et puis c'est effectivement un enjeu pour la diffusion du savoir. C'est aussi un enjeu évidemment pour les lecteurs, lectrices, et c'est dommage. Enfin, y compris là, tu parles des étudiants, mais même si on pense à un grand public intéressé, éclairé, Ah oui. un public de librairie qui a envie de découvrir, c'est effectivement, je trouve, moi j'ai l'impression d'avoir vu des choses qui font un petit peu écho à ce que tu dis, et puis des clients ou des lecteurs qui pensent avoir un livre parce qu'il est visible entre guillemets en librairie, dans une maison d'édition dite grand public, etc. Et puis qui au final se retrouvent avec un livre présenté comme accessible, mais au final trop ardu. Et c'est un peu dommage parce que c'est une mauvaise expérience de lecture, c'est rarement agréable, ça peut aussi passer l'envie, alors qu'il y a effectivement aussi d'autres gens, d'autres types d'écriture qui sont beaucoup plus accessibles. Effectivement, tu as parlé du sens du récit de Timothy Tackett, par exemple. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu ça ? Oui, alors dans les livres que je t'ai présentés, j'ai mis par la volonté du peuple, comment les députés sont devenus révolutionnaires.
qui lui aussi est un livre qui est important pour. Enfin là c'est à nouveau c'est perso, hein, mais c'était un moment où je commençais. Enfin voilà, j'étais un peu engluée dans ma thèse, j'en avais un peu marre, comme tout le monde en a marre de la thèse à un moment. Et d'un seul coup, je me disais, mais est-ce que je suis pas en train de faire une connerie? Est-ce que en fait j'aime vraiment ça ou pas? Enfin bref, j'étais pas complètement. Enfin, je doutais, voilà. Et Ouais, crise de foi. ouais, c'est ça, crise de foi. Et je sais pas pourquoi j'ai lu le Timothy Tackett à ce moment-là. Qui c'est qui me l'a conseillé ou pas? Ça, je ne me souviens pas. Peut-être c'était parce que voilà, je devais donner des cours là-dessus et que je me suis dit que ça me permettrait d'enrichir mon cours. Et en fait, ça m'a fait du Noirielbi, c'est-à-dire que d'un seul coup, je me suis dit, ah mais ouais, mais en fait, ouais, c'est tellement génial quand on arrive à faire ça, quand on arrive à la fois voilà, à mobiliser, il arrive à raconter des histoires qui sont au plus près de ses députés, de leur processus de radicalisation révolutionnaire, et en même temps, il raconte bien les débuts de la révolution. Enfin, on est dedans, on le sent. C'est à la fois une expérience intellectuelle et sensuelle d'une certaine façon. Enfin, en tout cas, et je trouve qu'il réagit. Il réussit très bien à faire cet équilibre-là entre les deux, entre l'analyse et le récit, entre le particulier et le général. Il est toujours très très clair. Il explicite toujours. Je pense c'est parce qu'il s'adresse à un public états-unien qui donc ne connaît pas forcément bien le contexte et l'histoire de la Révolution française, donc il est obligé d'expliquer. Et en fait, et voilà, surtout, je trouvais que la façon dont ils scrutaient la correspondance des députés, il expliquait ce qu'il y avait dans leur bibliothèque, ils regardaient les lettres qu'ils envoyaient à leurs électeurs, comme à leurs femmes, comme à leurs familles, comme à leurs amis, et en fait, d'être plongé dans cette espèce de l'histoire en train de se faire, j'avais trouvé ça super bien. Je me rendais compte que c'était pas le type d'histoire que je faisais, j'avais pas les sources pour, et puis voilà, mais je me disais, oh putain, c'est beau ça vraiment j'aime. Et dans les livres quand j'ai un parfois pas tous les ans, mais des fois je prends un cours sur l'histoire de la Révolution, parce qu'il faut quand même qu'il y en ait un dans notre cursus. Je pense que c'est important dans la formation d'étudiants et d'étudiantes en histoire, enfin en fac d'histoire. Et c'est vrai que je leur donne assez fréquemment le Roi s'enfuit de Tackett, hein, parce que je sais que ça va marcher, c'est-à-dire que ils vont être accrochés par le chapitre qui décrit finalement à partir des sources la fuite, et il y va franco. Enfin voilà, on est dans la berline, on voit Louis XVI qui crève la dalle et qui veut s'arrêter et qui perd du temps. Donc là, c'est très très bien fait. Et après, l'analyse de ce qui se joue dans cette fuite, la mobilisation des citoyens, des gardes nationales, notamment des villages autour de Sainte-Menehould et tout ça. Enfin, et la façon dont la réception et la déception de la découverte de la fuite du roi en fait sème les graines de ce que plus tard on appellera la terreur. C'est hyper malin, et en fait le récit permet en fait d'être plus disponible à recevoir et à comprendre l'analyse, parce qu'en fait voilà, on a été accroché. C'est des techniques, mais ça marche. On a été accrochés, et d'un seul coup, ensuite, il y a des chapitres qui viennent nous expliquer tout ce qu'on a pu lire au début et qui était un peu factuel. Et ça marche bien. Tu sembles très sensible aux questions évidemment, hein, mais tu nous l'expliques vraiment bien. Je trouve les questions à la fois d'écriture et de comment transmettre les travaux. Pour le livre suivant, tu parles donc pour Enzo Traverso, tu parles d'intelligence fulgurante. Et comme tu l'as expliqué à chaque fois, la question pour toi, il me semble beaucoup, c'est de comment on passe de l'intelligence de l'auteur ou l'autrice, de ce qu'il est capable de produire, de sa réflexion historique en l'occurrence, mais comment il arrive à la transmettre. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, à propos donc de ce livre d'Enzo Traverso, de son travail en général, comment cette intelligence fulgurante passe à travers ses livres? Ouais, alors Enzo Traverso, je voulais absolument le mettre parce que, pour moi, c'est un des esprits les plus brillants qui existent actuellement, que j'ai pu lire et que j'essaie beaucoup de faire lire.
À chaque fois qu'il y a un bouquin qui sort, je me jette dessus. Bon, il se trouve qu'en plus, il est très à gauche et je suis très d'accord avec ses idées, mais c'est pas que pour ça. Hein. Mais voilà, comment je... Alors, il y a longtemps que je découvre la violence nazie. Je pense que je l'ai lu au moment où il sort. Et en fait, je pense que je l'achète parce que c'était un moment où je devais faire des cours justement sur la question du nazisme. Parce que quand on débute à la fac, on choisit pas du tout ses cours. Hein. L'avantage de vieillir, c'est que d'un seul coup, c'est nous qui choisissons notre programme. Mais au départ, on fait les TD des autres, donc on se retrouve à faire des trucs sur lesquels on n'a jamais travaillé et on a on a tout un été ou en tout cas le temps qu'on peut prendre pour se mettre à niveau sur un truc qu'on connaît un peu mais pas très bien. Donc je sais que j'avais un cours à faire pour la prof de Marne sur le nazisme. Donc bon voilà, donc je prends les Kershaw aussi. Hein, j'ai hésité à mettre les Kershaw, mais les Kershaw, putain, je trouvais ça super fort. Et donc j'achète La violence nazie parce qu'il y a écrit violence nazie quoi. Et en fait, c'est une analyse des origines, de la généalogie et de la façon dont, dans le 19e siècle, sont semées les graines de ce qui va donner cette violence nazie. Il analyse à la fois la violence sociale et le racisme social contre les classes populaires, ouvrières. Il analyse la violence dans la colonisation. Tout ça est dedans. Et en fait, j'aurais dû faire gaffe. Hein, le sous-titre, c'est une généalogie européenne. Effectivement, moi, j'avais vu que le titre. Et donc, alors que j'étais censée préparer mon cours sur le nazisme, bon là, j'avais pas beaucoup d'éléments trop sur le nazisme, mais en revanche, d'un seul coup, je lisais des choses sur le 19e siècle que je n'avais jamais lues, pas sous cet angle-là, et que je trouvais absolument éclairant. Et en même temps, extrêmement clair, extrêmement documenté, et avec en plus une position située qu'il assume et qui est claire. Et j'aime bien son espèce d'honnêteté dans le... Il sait d'où il parle, hein, ça n'empêche pas d'être hyper rigoureux, et en même temps, il ne le cache pas. Et à partir de là, j'ai dévoré tout Traverso, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que, enfin, c'est ce que comme je disais tout à l'heure, je dis aux étudiants, il y a des livres comme il y a des conférences, comme il y a des cours. Vous sortez, vous avez eu l'impression d'avoir assisté à de l'intelligence, mais elle ne vous a rien apporté. Vous sortez avec la sensation que l'intelligence à laquelle vous avez été confronté ne fait que vous mettre face à votre propre ignorance ou votre propre, parfois vos limites. Moi, j'ai des souvenirs de séminaires où je suis allée à l'EHESS, alors que j'avais fait ma thèse quand même. Putain, j'avais 27 ans, j'avais beaucoup lu, j'avais fait une thèse que je pensais était plutôt bonne, et je vais à un séminaire, c'était de Rosan Vallon, et je sors du séminaire et je me sentais con, je comprenais rien. Enfin, et je me suis dit, mais c'est quoi ces trucs où on sort et on comprend pas en fait. Enfin, quelle est l'utilité du truc en fait. Est-ce que alors oui, ça peut me donner envie de me dire oui, il faut que je comprenne. Alors je m'accroche. Alors je vais reprendre, je vais relire. Évidemment, au bout d'un moment, ça, on comprend mieux. Mais j'ai toujours préféré les trucs où quand on sort, on a assisté à une femme ou à un homme qui vous parlez de choses et de façon dont vous percevez évidemment qu'il ou elle en connaît tellement plus et il a tellement réfléchi et tout, mais en même temps en sortant, vous avez progressé. On progresse, on a compris, et non seulement on a compris ce qui a été dit, mais en plus on se dit oh putain, j'ai des outils pour comprendre le monde grâce à ce que je viens d'entendre, et ce que je viens d'entendre, je peux l'appliquer sur d'autres choses. Et ça, en fait, c'est vachement rare. Et pour moi, Traverso, c'est ça. Oui, pas seulement la qualité d'un raisonnement et de son propre travail, mais ouvrir des portes dans la réflexion du lecteur, de la lectrice, et lui donner des éléments d'abord pour comprendre le sujet dont il est question, puis éventuellement pour d'autres choses, des nouveaux concepts, des nouvelles approches, etc. Voilà. Je vais devoir tailler un petit peu dans la liste parce qu'on doit avancer, sinon on va être obligé de faire un 3e épisode. Ce serait avec plaisir, mais c'est en théorie pas la formule. Comme tu parles de cette volonté encore une fois, cette volonté de transmettre et de pas adresser un message au lecteur ou à la lectrice, de dire ce livre est pas pour toi ou ce sujet n'est pas pour toi, ou etc. J'aimerais bien parler un petit peu
du livre de Jérémy Foa, qui doit être aussi une lecture récente parce qu'il est sorti il y a 1 an ou 2. Et là aussi, tu m'indiques une sensibilité à l'écriture et à l'approche. Et il avait été salué pour ça parce que non seulement il me semble que ça renouvelle un petit peu, au moins pour le grand public, l'approche de la Saint-Barthélemy, mais il y a aussi cette volonté d'écrire un livre qui soit différent, entre guillemets, de ce qu'on a l'habitude de lire. Tout à fait. Donc moi, la Saint-Barthélemy, je connaissais pas grand-chose. C'est des souvenirs de mes études, donc autant dire que ça date. Naturellement, j'ai déjà suffisamment de trucs à lire sur le 19e et le 20e pour pas avoir le temps de lire malheureusement les ouvrages des modernistes ou des médiévistes, ce qui est con. Or, en fait, je pense qu'on aurait beaucoup à gagner à lire plus, en tout cas, pour moi qui suis contemporanéiste, à lire plus de médiéval, plus d'antiquité, plus de moderne. J'ai pas le temps de lire ça. Bon, pourtant, comme j'avais vu que ça circulait et ce qu'on en disait m'intéressait, j'ai acheté le livre de Jérémy Foa, même si la Saint-Barthélemy a priori est pas dans mes préoccupations premières. Parce que ça m'intéressait aussi, cette histoire des voisins qui tuent, quoi, et de la façon dont ils se posaient la question. Et oui, alors j'ai trouvé que les questions qu'ils posaient étaient intéressantes et là aussi tout à fait, on peut les poser sur d'autres périodes. Et d'ailleurs, ce qui m'avait donné envie de lire le livre, c'était un échange entre lui et Hélène Dumas. Qui a écrit dans la même collection d'ailleurs. J'ai le livre qu'il faut que je lise, que j'ai pas encore lu, et peut-être que si je l'avais lu, il aurait fait partie de la liste, mais j'ai pas encore eu le temps de le lire. Pardon, juste, est-ce que tu peux nous dire, parce que le livre d'Hélène Dumas, il parle les massacres au Rwanda, et en fait, il se livre comme historien en train d'interroger ses sources, ne sachant pas toujours quoi faire de ses sources, expliquant comment il arrive à les utiliser, à les questionner, ce qu'il arrive à en tirer. Donc en fait, tout ce que l'on fait, mais que on supprime dans la rédaction des articles et des ouvrages, que d'ailleurs parfois on supprime aussi des cours, alors peut-être moins des TD, dans les TD, ou en tout cas dans les séminaires de master on l'explique plus, mais lui il le couche par écrit. Et ça en fait déjà ça parle à tout historien ou historienne, qui soit moderniste ou 19e comme moi, parce que les questions qui se posent on se les est toutes posées. Mais il a une façon de les formuler qui m'a permis moi de me dire bah oui de fait voilà, enfin ça a mis des mots sur des choses que je ressentais mais que j'aurais pas pu exprimer aussi bien, et ça m'a aidé à comprendre en tout cas à formuler des hésitations que j'avais. Et résultat, voilà, il nous tient par la main, mais il nous tient par la main pas dans un récit ou une analyse de la Saint-Barthélemy, il nous tient aussi par la main dans les dépôts d'archives, en ouvrant ces archives notariales dont il arrive à tirer des choses. Et j'ai trouvé ça très réussi, et la forme par chapitre très court, qui est donc résultat, voilà, c'est le côté haché fait aussi que c'est plus facile à lire que des chapitres très longs qu'on doit couper par moment. Résultat, quand on les reprend, on sait plus où on en était, etc. Elle est très bien, et là aussi c'est pareil, je l'ai beaucoup donné à des étudiants de master, en leur disant regardez ça. C'est même si vous travaillez pas sur ce type de source, même si vous travaillez pas sur cette période, ça vous apprendra des choses sur qu'est-ce qu'un historien ou une historienne face à ses sources. Et il le dira. Enfin, là, vous pourrez le lire au calme et tout. Et je pense que c'est plus efficace que si j'essaie de le faire dans un séminaire où je sais pas, j'ai l'impression que ça passe moins bien. Donc, oui, par ailleurs, résultat, j'ai appris plein de choses sur la Saint-Barthélemy que je connaissais pas. Donc ça m'a. Et de même que Hélène Dumas voyait des liens avec pouvait faire des liens. Évidemment, on est dans des périodes très différentes et il ne s'agit pas de réfléchir en termes de continuité, mais ça. Moi, j'ai travaillé sur la garde nationale. La garde nationale, c'est une force citoyenne enracinée dans le quartier. Donc, la question du voisinage, des liens de voisinage, des solidarités comme des inimitiés de voisinage, elle était très présente dans les questions que je pouvais me poser. Et de voir comment lui les formules et comment ça peut donner de la violence, ça m'a aussi permis de revisiter ce que j'avais pu voir sur la garde. Donc,
c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Oui, et là aussi, effectivement réutiliser des concepts mobilisés peut-être pour une autre période, sur un autre sujet, avec une autre approche, etc. Mais d'en tirer des outils ou simplement de poursuivre le fil d'une réflexion qui amènera peut-être ailleurs, mais qui fait progresser tout ça. Oui, enfin, parce que il y a tout un débat et c'est marrant parce que Enzo Traverso s'en est moqué dans un livre qui me fait hyper marrer par ailleurs. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il se moque de la mode du jeu en histoire, de la présence du sujet historien dans l'histoire. Et son livre m'avait fait assez mourir de rire. Je l'avais trouvé piquant, mais assez juste sur un certain nombre de choses. Et c'est vrai que d'une certaine façon, Jérémie Foy, c'est un jeu aussi, hein, J-E Oui. dans le récit, mais c'est un jeu qui travaille. C'est l'historien qui travaille que l'on a. C'est pas l'historien qui nous explique les affres de son rapport à la virilité ou à la féminité, ou c'est pas lui la personne, c'est lui l'historien qui bosse. Et ce jeu-là, moi, il m'intéresse. Il m'intéresse parce qu'il me permet de réfléchir à ma pratique. Et dans ce cas-là, ça me gêne pas s'il est là. Oui, et peut-être effectivement que ça donne l'impression là à t'écouter, lui comme d'autres hein, d'ailleurs, mais de démonter le capot d'une certaine façon, et que en montrant la façon de travailler, ça, dans un entretien précédent, je crois que c'était avec Chloé Paté, on était arrivé, donc Chloé Paté des éditions Anamosa, on était arrivé à la conclusion d'une espèce de volonté de désintimider l'histoire ou les sciences sociales en général, on va dire, sans les rendre, sans simplifier, hein, et je trouve que parfois, effectivement, quand c'est bien fait, cette démarche de montrer dans l'atelier du chercheur, de la chercheuse, comment il travaille, etc., ça participe aussi de ce mouvement. Oui, et trop souvent, en fait, cet atelier du chercheur ou de la chercheuse, on l'a dans l'intro au début, et puis après, elle disparaît. On est dans la mise en écriture des résultats de la recherche. Et lui, il a réussi à le garder présent pendant toute l'écriture. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a eu un tel succès à ce bouquin. C'est parce qu'il y a cette écriture particulière, cette approche particulière qui, sans jamais enlever de la force à la démonstration, voilà, elle peut parler à plus de gens ce serait marrant que Jérémie tente de faire un article scientifique en enlevant ça et en montrant comment, plus traditionnellement, on va dire, ou plus académiquement, il aurait pu écrire son livre, ouais. Qui n'a pas fait, pour voir la différence. Et en fait, je pense que cette différence, elle est en fait une invitation à rentrer dans son travail et à le suivre, alors que dans plein d'autres cas, alors que le travail est tout aussi passionnant et fascinant, la porte reste fermée. Il faut un peu la forcer pour rentrer dedans. Oui, parce que le travail fini, entre guillemets, le beau résultat sans les échafaudages, il peut peut-être être plus intimidant ou se demander un peu par où on y rentre en fait, parce que tellement ça a l'air parfait et bordé, quoi. Ouais. Le temps passe extrêmement vite, ce qui est, il me semble, une bonne nouvelle, mais je te propose un dernier livre parce qu'il nous permet de boucler notre diptyque d'entretien, puisque je t'avais demandé pour commencer de nous faire une présentation sur l'histoire du 1er mai la semaine dernière. Et peut-être sans surprise, dans les livres que tu m'as indiqués, il y a les livres de Daniel Tartakovsky, qui travaille elle aussi sur les mouvements sociaux, il me semble peut-être plus au XXe siècle et sur les manifestations, et qui a fait un livre également sur le 1er mai. Je veux bien que tu nous en parles pour terminer ces entretiens. Oui, alors je l'ai mis parce que je pense que j'ai lu tous les livres de Daniel Tartakovsky et je les aime tous. C'est difficile ton exercice parce que je suis désolé. Parce que en fait non, mais c'est intéressant en même temps, mais parce on en a plein en fait. Tu penses bien que si tu questionnes des gens, moi j'ai 53 ans, ça fait donc 25 ans au moins que je lis des livres d'histoire. Enfin, il y a des fois où j'en lis 10 par mois, donc voilà, j'en ai plein et c'est difficile de choisir et voilà, donc j'ai essayé de faire ceux qui me touchent.
Et vraiment, les livres de Daniel Tartakovsky me touchent. Alors, Daniel Tartakovsky, en fait, au tout début, j'ai même pas lu un livre d'elle. J'ai lu le manuscrit de sa thèse qui était déposé au Centre Malheur, hein, qui était la bibliothèque du Centre Malheur, qui était un centre d'histoire sociale 19e, 20e et surtout 20e et qui était dans le Marais. Et je sais plus. Si, je sais pourquoi j'étais allée la lire. J'étais allée la lire parce que je faisais un cours là-dessus et que je voulais. Souvent, on va chercher les thèses parce que il y a des annexes et ça permet de donner des documents aux étudiants parce que on essaie de trouver des chouettes documents pour les étudiants. Et donc, je voulais voir s'il y avait des documents bien. Et résultat, alors que j'allais chercher des documents, je me suis retrouvée des heures durant à lire toute la thèse. Toute la thèse. Et après, elle l'a publiée et je l'ai relue sous la forme publiée. Et ensuite, je les ai tous lus. Donc, La part du rêve qui traite du 1er mai. Il y en a un sur le Père Lachaise que j'aime beaucoup. Et je crois en fait que c'est vraiment D'abord, j'aime le sujet, j'aime l'histoire des mouvements sociaux, j'aime l'histoire des luttes et j'aime l'histoire des répertoires d'action. Donc, évidemment, ce sur quoi elle travaille, c'est ce qui m'intéresse et ce que j'aime le plus lire. Et puis, à nouveau, voilà, je trouve que il y a un mélange de très grande rigueur et en même temps il y a pas il y a pas de jargon, c'est toujours clair, c'est toujours comment dire, je trouve pas les termes, mais c'est pareil, on comprend absolument ce qu'elle raconte et on apprend 1 milliard de choses et quand on va dans une manifestation ensuite, hein, on peut utiliser ces clés de lecture hein, pour comprendre la manifestation qui se déroule sous nos yeux. Donc elle donne des outils pour comprendre au-delà du sujet sur lequel elle travaille. Et c'est vrai que voilà tout maintenant c'est fait, mais au bout du compte c'est elle qui la première, enfin pas il y a de manger aussi, mais elle prend la question du 1er mai à bras le corps, elle prend la question du Père Lachaise à bras le corps, elle travaille sur les manifestations, enfin tous ces objets passionnants, elle les analyse et les déchiffre et c'est chouette. Il y a la grève de Perrault aussi, hein. La grève de Perrault me fait pareil. En fait, je pourrais dire plein de choses sur Perrault, mais je me suis dit tout le monde va s'attendre que je parle de Perrault, donc autant faire découvrir d'autres trucs, quoi. Mais et par ailleurs, comme on essaie quand même, chacun sait, comment dire, j'essaie au cours des entretiens de mettre en avant. Alors avec toi, c'était facile, hein, mais de mettre en avant des cohérences, etc. Et puis des fois des choses, des rebonds qui sauteraient peut-être moins aux yeux de éventuellement des gens qui nous écoutent. Mais par exemple, là, avec Daniel Tartakovsky, vous partagez le même, au moins depuis ces dernières années, vous partagez le même éditeur. Ce qui, je trouve, là aussi, sur des histoires de liens entre les livres, ces derniers livres, dont un sur la crise, qui s'appelle La Manif en crise, sur les dernières évolutions des types de mobilisation par rapport à la dimension historique de ces travaux précédents. Et là aussi, je trouve que ça fait des rebonds et des cohérences et que quand le travail éditorial, autant que le travail de la personne qui écrit est bien fait, il n'y a souvent pas de hasard non plus, ni dans ces dynamiques de maison d'édition, de publication, etc. Mais c'est vachement important, la maison d'édition. Alors déjà, il y a des choix politiques qui sont faits de prendre des maisons d'édition indépendantes hein, et pas de maisons d'édition possédées par des grands multimillionnaires, qui est d'ailleurs, enfin voilà, sachant qu'on sera moins distribué, que ça sera moins, c'est des choix qui voilà, c'est sûr que on touche moins d'avaloir et on est moins sur les tables en étant chez une maison d'édition indépendante que dans un grand groupe, hein, mais voilà, c'est un choix politique et en fait, quand on a l'habitude de travailler avec des éditeurs, hein, on apprend énormément à bosser avec des éditeurs parce que quand le travail d'édition est bien fait, les corrections qui sont faites hein, font énormément progresser. Moi, j'ai énormément progressé et réfléchi à ma façon d'écrire en travaillant avec le Détour, en travaillant aussi avec Thierry Discepolo aux Agone, chez Agone. Hein, on avait fait un livre avec Laurence Decoq et Guillaume Mazot sur l'histoire comme émancipation et son travail d'éditeur qui est pas de la même nature. Enfin, il m'a pas appris les mêmes choses
que ce que m'ont appris Juliette Mathieu et Bertrand Bernard au Détour. Et en fait, à chaque fois qu'on travaille comme ça avec un vrai travail d'édition, c'est extrêmement intéressant en tant qu'autrice d'avoir cet échange. Et puis après, il se crée une amitié. Alors, ça, c'est pas forcément toujours une amitié. Là, il se trouve que vraiment c'est une amitié, mais qui fait qu'on a envie de continuer à travailler avec les mêmes personnes. Ouais. Et moi, il y a plein d'autres maisons d'édition indépendantes avec lesquelles j'aimerais bien travailler parce que j'aime beaucoup ces maisons d'édition indépendantes. C'est le cas d'Anamosa, c'est le cas de Libertalia, il y en a d'autres, ou La Fabrique, mais voilà, j'ai l'habitude de travailler avec eux. Je sais que ça va bien se passer, que ils connaissent aussi maintenant ma façon de travailler, donc ils paniquent pas quand j'arrive pas à rendre un truc parce qu'ils savent que je vais finir par le rendre dans les temps. Mm-hmm. Donc voilà, il y a un trio là dans ce cas-là qui se met en place et qui est important en fait pour écrire des livres. Oui, ça aussi c'est une partie aussi de si on reprend ce truc de ce qu'il y a sous le capot, ça aussi c'est une partie et c'est effectivement c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué aussi dans d'autres entretiens, mais le circuit d'un livre, le parcours d'un livre de son idée jusqu'à sa commercialisation, c'est aussi une histoire d'amitié et de fidélité et de choix humains, mais qui ont au final beaucoup de sens quand c'est fait avec cœur et passion, et comme tu dis, par des indépendants et par des éditions avec éditeurs, évidemment pas l'édition industrielle. Ouais, on va dire. Ouais, non, mais des éditeurs professionnels qui savent ce qu'ils font et qui donc nous apprennent des choses, franchement, et pas seulement sur la langue, sur la façon de présenter les choses, sur la réflexion sur à qui on s'adresse et comment on s'adresse à lui, et même parfois, pas parfois, je veux dire, et à peu près tous les différents éditeurs avec qui j'ai pu travailler, de ce type de travail, pas les quelques fois où je me suis retrouvée dans des plus grands groupes, il y a moins d'échanges, mais c'est des gens qui ont une énorme culture, à force d'avoir lu, produit, publié des livres. Il y a plein de trucs qui disent oui, mais là, tu sais, dans ce livre, tu pourrais voir ça. Hop, on connaît pas, on va voir, on apprend plein de choses. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant. Bon, mais ce sera donc l'occasion de saluer effectivement le travail des éditions du Détour qui effectivement depuis 4, 5, 6 ans peut-être font un super boulot avec à la fois des livres très contemporains et puis quelques livres un peu plus patrimoniaux, on va dire, qui rééditent, et c'est un chouette boulot auquel tu participes. Avant de te laisser, je te propose donc le fil rouge de nos entretiens, c'est-à-dire j'aimerais que tu nous proposes une citation liée au livre ou à la lecture que tu affectionnes particulièrement et puis avec laquelle on commencera l'entretien de l'invité prochain, la semaine prochaine. Alors, ma citation. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. Simone de Beauvoir. Très bien. Simone de Beauvoir, je crois que tu m'avais indiqué pour la semaine dernière et dont on n'a pas eu le temps de parler. Je crois qu'il va falloir au final faire un 3e ou peut-être même un 4e épisode dans une prochaine saison. Merci beaucoup. C'était le 14e épisode de Constellation de papier. Un podcast artisanal et indépendant enregistré à distance entre Paris et Marseille le 4 mai, puis mis en forme et mixé le 8. Il y a 78 ans et une poignée de jours, Charlotte Delbo, résistante communiste, quittait l'enfer de Ravensbrück. Édité aux éditions de Minuit, dont nous parlions la semaine dernière, son œuvre littéraire tout entière sera consacrée à l'expérience des camps. Quelques mots tirés d'une connaissance inutile parue en 1970. Je vous en supplie, faites quelque chose. Apprenez un pas, une danse. Quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau, de votre poil. Apprenez à marcher et à rire, parce que ce serait trop bête à la fin, que tant soit mort, et que vous viviez sans rien faire de votre vie. À bientôt!